Donc, tout d'abord, on va parler des chiffres clés. Alors, les chiffres clés, l'idée, c'est que, je voulais quand même le rappeler, même si c'est une la palissade, mais nous, en tant que professionnels de santé, on est évidemment un maillon essentiel de la protection de l'enfance. Déjà, on voit les enfants, on a un œil clinique et puis demain, ou même, j'ai envie de dire dans une petite heure, vous saurez exactement quoi faire sans hésitation. Du coup, l'idée quand même principale que je voulais communiquer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être certain pour agir. En fait, il faut savoir que ces hésitations, alors on le sait, hein, c'est celles qui vont faire perdre des chances aux enfants qu'on accompagne et heu et l'idée de ce temps passé ensemble, c'est que, ce soit de moins en moins le cas. Alors quand même, malgré tout, même s'il y a déjà, pas mal d'alertes qui sont faites chaque année, en effet, on peut, très raisonnablement se dire que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg par rapport à toutes les situations de protection de l'enfance, qui existent d'ailleurs, toutes les enquêtes qui sont faites auprès d'adultes, quand on les questionne sur ce qu'ils ont vécu en étant enfants, eh bien, ils nous racontent, heu, enfin, je dirais, on a une fréquence, en fait, de situations de violence beaucoup plus importante que ce qu'on a vraiment constaté j'ai envie de dire, en temps réel. Mais en plus, quand ils nous parlent de leur vécu, ils nous disent: «J'aurais tellement aimé qu'un adulte, à un moment donné, s'occupe de ma situation et puisse, me venir en aide». Alors, un adulte et en qui plus est un professionnel, si on le peut. Et je voulais aussi vous parler, d'une, méta-analyse qui vient de sortir, hem, australienne, qui, a étudié les adultes qui souffraient de pathologies mentales et ce qui est ressorti de cette méta-analyse, donc, c'est, des dizaines de milliers de patients, hein, c'est que 40 des personnes qui souffraient de pathologies mentales avaient subi des maltraitances dans l'enfance. Donc en fait, on est vraiment face à un problème de santé publique, hein, sans exagération. Donc, n'oublions pas qu'on a un rôle important en termes de prévention lorsqu'on accompagne une famille, qui présente des vulnérabilités et donc je vais vous donner quelques chiffres, j'y arrive enfin. Alors j'ai pris le temps d'introduction parce que c'est des chiffres qui font un petit peu mal. Donc, 1 enfant sur 10 dans les pays développés serait victime de maltraitance. Alors celui-ci, très dur aussi, un enfant décède tous les 5 jours dans le cadre familial en France. On a plus de 300 000 enfants qui sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, ça c'est à l'échelle nationale. Et puis le 119, qui est le numéro, d'écoute enfants en danger, reçoit plus de 40 000 appels annuels. Et je finis avec, ce chiffre, également important. Les enfants en situation de handicap, y compris de handicap invisible, sont 5 fois plus victimes de violences sexuelles qu'un enfant sans handicap. La vulnérabilité appelle la vulnérabilité supplémentaire. C'est vraiment un phénomène, constant. Maintenant, on va définir de quoi on parle. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une information préoccupante? Qu'est-ce que c'est qu'un signalement? Qu'est-ce que c'est que la CRIP, qu'on a un peu évoqué? Eh bien, tout d'abord, la CRIP. La CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Alors, je me permets de repréciser parce que je rencontre des confrères de toutes les façons possibles, que ce soit professionnelles ou personnelles, et je raconte généralement ce que je fais dans la vie. Et donc quand je parle de la CRIP, bon, bah, je vous le dis, très souvent on me dit: «Qu'est-ce que c'est?» Ça me dit quelque chose, mais donc c'est bien qu'on s'en redise un petit mot ensemble. Donc les CRIP, elles ont été créées il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, par une loi qui demandait que chaque département se dote d'une cellule pour recevoir toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou qui risquaient de l'être. Avant ça, on parlait pas vraiment d'informations préoccupantes, on parlait de signalement. On n'avait pas cet interlocuteur-là. La CRIP, elle est portée par le conseil départemental et donc je suis rattachée, indirectement, à eux, puisque, je suis leur référence, santé. Alors, c'est maintenant qu'on va rentrer dans cette subtilité de qu'est-ce que c'est que l'information préoccupante, et le signalement? Alors, déjà, quand est-ce qu'on va faire une information préoccupante? On va en faire une quand on a, le sentiment
je vais vraiment parler de sentiments parce que ça n'est pas une science exacte, mais il y a quand même des grandes lignes qui se dessinent. Mais quand on a le sentiment qu'on a besoin plutôt d'accompagner cette famille parce qu'elle est vulnérable, qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément sur le point de vue éducatif, qu'il faudrait avoir un œil social ou un accompagnement éducatif, on veut faire une sorte de diagnostic, j'ai envie de dire social, voire médico-social, de la situation de cet enfant et de cette famille. Et dans ce cas-là, eh bien, et toujours dans la démarche, d'aller aider cette famille, hein, bien sûr, et bien, dans ce cas-là, on va faire une information préoccupante à la CRIP. Vous allez voir que je vous précise bien à qui, mais parce que ça a réellement son importance pour nous, les médecins. Donc on fait notre information préoccupante à la CRIP, tandis qu'au signalement, eh bien, ça va marquer plutôt la nécessité, en tout cas, vous auriez le sentiment que cet enfant-là, eh bien, il est en danger là où il est actuellement dans son milieu familial, qu'il faudrait par exemple le mettre en sécurité, le mettre à l'abri. Vous pourriez aussi vous dire: «Bah, tiens, ouais, je sens que c'est pas très net, il doit y avoir quelque chose de l'ordre pénal, à rechercher, donc il faut probablement, mettre en place une enquête judiciaire». Quand vous êtes dans ce type de démarche et typiquement, à titre d'exemple, c'est quand on suspecte des violences de nature sexuelle. Clairement, on est dans le signalement et cette fois-ci, votre signalement, il ira au procureur de la République. La finalité de cette transmission, alors finalement dans les 2 cas, hein, information préoccupante et signalement, c'est de générer une aide. Alors, parfois elle est plus ciblée sur l'enfant, parfois elle est plus ciblée sur la famille, dans son entièreté, mais c'est de générer une aide. Et l'idée, c'est que cette aide, elle ait également pour objectif d'évaluer comment va l'enfant, d'évaluer est-ce qu'on répond à ses besoins, actuellement dans son foyer et avec les adultes, qui sont autour de lui. Et il y a un élément qui va être évalué aussi, c'est est-ce que la famille ou l'entourage familial a des ressources pour subvenir à ses besoins? C'est vraiment ça la triade. Alors la CRIP, eh bien, vous l'avez compris, hein, elle a surtout pour mission de centraliser toutes ces informations qui d'ailleurs, ne s'appellent pas des informations préoccupantes à ce stade-là. Je rentre un peu dans le technique, hein, mais au stade où elles arrivent à la CRIP, eh bien, la CRIP les appelle les informations entrantes, puisqu'elles ne sont pas encore, j'ai envie de dire, catégorisées par la CRIP. Ça va être le travail de la CRIP de dire: «Eh bien oui, effectivement, c'est une information préoccupante» et typiquement, elle va transmettre cette information préoccupante à un des SST, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est les fameux territoires du département, heu, dont dépend la famille, du fait de son lieu d'habitation et c'est le SST qui va, mettre en place cette démarche d'évaluation sociale, médico-sociale. Mais la CRIP, elle peut aussi décider de transformer votre information entrante en signalement parce que pour elle, il faut mettre à l'abri l'enfant ou bien il va falloir, diligenter une enquête, judiciaire. Et parfois, elle pourra pas forcément décider comme ça et elle va vous recontacter. Elle va vouloir préciser certains points afin de l'aider à décider de la suite. D'ailleurs, la CRIP, elle reçoit ces informations entrantes de qui? Bien, finalement, tous les partenaires qu'il y a sur le territoire. J'ai mis l'école en premier parce que, c'est clairement notre premier pourvoyeur d'informations, préoccupantes et de signalements. Ça a toujours été et ça l'est toujours. Évidemment, ça vient également des hôpitaux, ces informations entrantes et puis évidemment aussi des libéraux. Il y a le 119 qui fait partie des informations entrantes. Vous savez, c'est le numéro d'appel, enfants en danger qui permet, ben, elle aussi, de faire un premier filtre de, ce qu'ils envoient à la CRIP et ça transforme les cris en informations préoccupantes généralement parce que ce qui vient du 119, et qui a été filtré, ben, généralement, c'est relativement sérieux. Et puis ça peut venir d'autres types de structures, CMP, CPTS, et cetera. Donc la CRIP va recevoir, ces informations et accuser réception. En fait, l'esprit de la loi, c'est que la cellule, de recueil des informations préoccupantes, elle est là pour, filtrer et puis orienter. Alors maintenant en volume, qu'est-ce que ça représente ces informations entrantes dont on vient de parler? Alors sur l'année écoulée, on est à 4 000 informations entrantes à la CRIP, pour le département, pour les Hauts-de-Seine. Hem,
dont 1000 qui ont été requalifiés en signalement par la CRIP. Et puis, à titre de mémo, il y a eu en parallèle 500 signalements directs au procureur de la République. Donc, on est sur un volume de 4500 situations traitées à l'échelle du département. Alors maintenant, qui est-ce qui les fait? Je vous ai dit que le premier pourvoyeur, c'était l'école, mais ensuite, dans le monde de la santé, qui rédige? Eh bien, c'est les structures de santé, hein, évidemment, les hôpitaux, les centres médico-sociaux, CMP, les instituts médico-éducatifs, pour un tiers des cas, un tiers des informations entrantes. Et puis après, on a les professions libérales, un peu moins de 3%, et parmi elles, la moitié sont des médecins. On a aussi 1% de psychologues libéraux. Donc voilà pour la répartition. Alors voyons maintenant de façon assez générale les clignotants et les signes d'alerte qui pourraient vous faire dire « Tiens, il y a quelque chose ». Il y a quelque chose, puis on va discuter de comment ce quelque chose, on en fait soit une plus grande certitude qu'il faut agir, ou bien comment on va travailler la situation ou la préoccupation que l'on a. Alors, je vais commencer par vous parler de ce qui doit nous faire ouvrir l'œil, ce qui doit nous faire dire, tiens, cette situation n'est pas en tant que telle déjà une situation de maltraitance. En revanche, eh bien, il y a peut-être une vigilance supplémentaire à avoir. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la cohorte épimère, tout simplement parce que il y a une étude qui vient de sortir sur cette cohorte, et c'est une étude qui a porté sur 6 millions d'enfants, 6 millions de bébés nés entre 2010 et 2019, et la cohorte a étudié leur devenir et le contexte, j'ai envie de dire, social et médico-social même dans lequel ils ont évolué, afin de définir quels étaient les facteurs indépendants en fait qui avaient le plus fort risque d'association avec de la maltraitance physique précoce. Quand je parle de maltraitance physique précoce, c'est l'usage intentionnel de la force physique envers un nourrisson. Donc, qu'est-ce qu'on avait dans cette cohorte épimère? Alors, les situations qui ont été mise en lumière par la cohorte épimère, c'est celles devant lesquelles j'ai mis une petite astérisque, mais je vous ai quand même mis tous les autres facteurs de préoccupation ou de vigilance qu'on peut avoir. En tous les cas, je vais commenter ce qui est en astérisque. Déjà, le fait d'être né prématuré. Alors, en dehors du fait d'avoir une situation médicale qui nécessite de la vigilance, eh bien, figurez-vous que c'est un facteur de risque de subir de la maltraitance physique précoce. Ces bébés-là, qui sont nés à moins de 32 semaines d'aménorrhée, eh bien, ils ont 2 fois plus de risque de subir de la maltraitance physique précoce que les bébés qui ne sont pas prématurés. Alors, celui qui est le plus dur, puisque c'est le plus massif, j'ai envie de dire, en facteur de risque, c'est le deuxième, là. Un bébé, qui a un trouble neurocognitif sévère, eh bien, lui, son risque de subir de la maltraitance physique précoce, il est multiplié par 14 par rapport à un enfant qui ne serait pas dans cette condition-là. 14 fois plus. Ensuite, il y a les facteurs qui concernent plutôt les parents. Alors, on commence par les violences conjugales, évidemment. Les violences conjugales, ça multiplie le risque par 3 pour un enfant de subir de la maltraitance physique précoce. La précarité économique de la mère. En fait, ils ont comparé les revenus maternels. Eh bien, il y a 2 fois plus de risques que l'enfant subisse des maltraitances physiques précoces comparé à une mère qui gagnerait plus de 2 000 € par mois. Une mère jeune, moins de 20 ans. Alors ça multiplie le risque par 7 que son bébé subisse des maltraitances physiques précoces comparé à une mère qui aurait une grossesse plutôt tardive entre 35 et 40 ans. Et puis ensuite, il y a les antécédents. Les antécédents de pathologies psychiatriques, de pathologies somatiques chroniques ou même d'hospitalisation en psychiatrie. Ça multiplie le risque de maltraitance physique précoce par 1,5. Et je finis par l'addiction.
Les addictions, qu'elles soient à l'alcool, aux opioïdes, ça multiplie le risque par 2. Donc, on est sur des facteurs de vigilance. Voilà. Attention quand même, hein, l'idée c'est de bien sûr rester vigilant, mais c'est pas de faire des synonymes. C'est pas parce que vous avez des profils avec des familles que vous accompagnez avec ce type de profil que ça signifie maltraitance. Et puis, à contrario, on n'aura pas des maltraitances que dans des familles avec ces profils-là. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, pour info quand même, parce qu'on martèle la mère quand même pas mal dans cette cohorte, je voulais vous dire qu'en disclaimer, ils ont dit: «Ah mais vous savez, on a étudié que la mère, on n'a pas fait d'études sur le père» et également, ils n'ont pas étudié la relation de causalité franche entre un événement familial, comme ceux qu'on a décrits, et la maltraitance de l'enfant. Alors, on va parler des signes d'alerte à proprement parler. Dans le cadre de vos consultations, vous pourriez rencontrer ces différents types de signaux d'alerte. Alors, ça peut être dans ce que on va vous raconter, l'anamnèse du patient. Ça peut être dans les signes physiques que vous allez constater lors de votre examen. Ça peut être des négligences lourdes que vous voyez, dont vous entendez parler. Ça va être également des signes de maltraitance psychologique. Vous pourriez également constater des troubles du comportement de l'enfant, mais également des signes comportementaux de son entourage. Et puis, évidemment, il va y avoir aussi des signes plus précisément de la sphère génito-anale, et puis des troubles neurologiques. Voilà, les grandes familles de signes d'alerte que vous pourriez avoir. Alors, tout d'abord, lors de l'anamnèse, un risque de maltraitance est à évoquer si vous êtes face à des parents qui vous racontent un bébé qui pleure, pleure, pleure de façon très intense et qu'eux-mêmes se disent nerveusement épuisés. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans l'anamnèse? C'est ce qu'on va vous dire. Les parents peuvent eux-mêmes vous raconter que l'enfant vit des maltraitances. Et puis, ça va être également l'enfant qui peut vous les raconter. Vous allez également avoir le récit de lésions pour lesquelles on va vous dire, tiens, il s'est cassé le fémur, et puis vous, dans l'histoire, vous comprenez pas la cohérence. Il est tombé de sa hauteur alors qu'il marchait à peine. Bon, c'est quand même assez étonnant éventuellement d'avoir ce type de récit. Puis ça peut vous alerter. Quand on vous raconte qu'il y a eu un retard de recours aux soins, que il y a des plaintes somatiques récurrentes. Ah oui, elle a toujours mal au ventre, etc. Ou bien qu'il y a eu des antécédents d'accidents domestiques, en particulier quand ils se répètent. Une fois une brûlure, une fois une chute de la table à langer, une fois une glissade importante, etc. Et puis, si vous entendez parler de maltraitance dans la fratrie, ça nous ouvre l'oreille également. Dans les signes physiques, alors ça, on est généralement assez au clair, mais c'est les ecchymoses, par exemple, soit fréquentes, soit de localisation inhabituelle par rapport à ce que l'enfant de cet âge-là pourrait se faire, ou soit juste, c'est à des endroits où théoriquement on ne se cogne pas. Ça peut être la forme qui est évocatrice d'un objet ou d'une main. Vous pourriez voir des brûlures, surtout quand elles ont pareil une forme évocatrice d'objet, une localisation inhabituelle. Des morsures. Puis alors les morsures, il y a un aspect typique, mais quand elles sont répétées, que ça ressemble à des morsures même de bouche adulte, ça c'est à regarder. Des fractures, surtout si vous en avez plusieurs. Et alors en particulier, l'élément très préoccupant, c'est si elles sont d'âge différent et qu'on méconnaissait les précédentes, évidemment. On peut voir des lésions viscérales, donc au niveau abdominal en particulier. Et en particulier, faites-vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est là où on peut entendre des récits qui peuvent nous questionner ou pas. Il y a des médecins qui disent, moi je vais écouter l'enfant et il va me raconter lui-même comment ça s'est passé. Et puis ça permet aussi d'entendre sa version. Et évidemment, quand il y a des lésions de type différent, associant celles qu'on vient de nommer. Vous pourriez voir des signes de négligence. Alors, un petit mot quand même pour dire que les signes de négligence, c'est à pas négliger dans le sens où on a tendance à les
à les minimiser, à dire bon, bah, juste il est pas très bien nettoyé, pas très bien lavé cet enfant, ou oh, c'est un oubli, puis ils savent pas très bien faire, etc. Mais quand il y a des signes de négligence qui concernent l'alimentation et que malgré un accompagnement, on sent que c'est compliqué, les rythmes du sommeil de l'enfant qui sont absolument pas écoutés, voire mis à mal, quand il y a une hygiène très déplorable et qu'en plus, en face, vous voyez que bah, les parents, eux, sont bien mis sur eux, par exemple. Quand on néglige les soins médicaux, quand on met pas l'enfant à l'école, et quand vous voyez éventuellement que la sécurité de l'enfant est compromise, il est transporté, sans être attaché dans la voiture, pas de casque, sur la mobilette, et cetera. En fait, ces signes-là, ces signes de négligence, comme je vous disais, ils sont à prendre vraiment en compte parce que les négligences lourdes, elles ont potentiellement un impact sur la santé physique et psychologique de l'enfant et puis peuvent même aller jusqu'à, être létales. On a également des signes de maltraitance, psychologique. Alors on va pouvoir, chez, le nourrisson, en tout cas les suspecter, ou en tout cas se questionner sur. Je tiens à dire quand même en prérequis, ça ne ces signes-là ne sont pas des synonymes de maltraitance. Ce sont des signes d'alerte qui doivent nous faire ouvrir l'œil. Parce qu'on va parler de la pathologie éventuelle après. Voilà, quand je parle des troubles des interactions précoces, bah, on se questionne quand même sur ce que vit cet enfant. Est-ce qu'il a l'attention dont il, aurait besoin? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on s'adresse à lui durant la consultation, par exemple? Mmh? Est-ce qu'on s'adresse à lui? Est-ce que on le traite avec, un minimum de soins, d'attention et cetera? Donc il peut aussi présenter, le nourrisson, des troubles du comportement, surtout quand on a, une suspicion de troubles de l'attachement avec, des choses comme l'anorexie du nourrisson, un enfant qui, ne fixe pas le regard, qui ne sourit pas, qui est pas rentré dans la relation. Et puis à tout âge, et bien ça, c'est plutôt dans le comportement des gens autour de lui, des parents, des personnes qui s'occupent de lui. Vous voyez qu'on va mal lui parler, on ne va pas s'occuper de lui. On peut l'insulter, avoir des exigences excessives, voire même vous sentez une emprise. Alors, chez, l'enfant, le grand enfant, l'adolescent et puis des injonctions paradoxales qui deviennent invivables. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez noter et qui nous font ouvrir l'œil. On arrive au comportement de l'enfant. Alors, déjà, il peut d'un coup, alors que c'était un enfant qui était par exemple très calme, devenir très agité ou au contraire, c'est un enfant qui avait un comportement, j'ai envie de dire, plutôt adapté et qui d'un coup se renferme et se replie sur lui-même. Quand vous avez comme ça une modification du comportement sans explication claire, il y a pas eu de déménagement, il y a pas eu décès, il y a pas eu de divorce, enfin, je veux dire, il y a pas de facteur explicatif, on ouvre l'œil. Si on a un enfant qui est vraiment dans l'évitement du contact, pareil, on se questionne. Si on vous raconte des troubles du sommeil majeurs, des cauchemars récurrents, violents, répétitifs, des troubles du comportement alimentaire, ça nous ouvre également l'œil. Et puis si vous, notez, si on vous raconte une opposition, farouche de l'enfant à tout et pour tout. Alors je parle pas du terrible tout, hein, que les enfants ont, vers 2-3 ans et d'une certaine façon, c'est vital d'aller un petit peu s'opposer. Là, c'est vraiment rien n'est possible. On ne peut rien faire avec l'enfant et c'est marqué par une agressivité importante. Ou au contraire, vous pouvez avoir un profil tout à fait différent d'enfant qui vous donne d'emblée sa confiance, qui vous connaît pas, vouloir monter sur vos genoux dans le cabinet de consultation alors même que vous avez une blouse et que d'habitude, ils font pas trop ça. En tout cas, quand ils nous connaissent pas, ça c'est pas naturel. Ça doit nous alerter également. Donc tout ce qui est, imprévisibilité du comportement, et instabilité du comportement. Donc évidemment dans tout ça, comme je vous le disais, il ne faut pas qu'on oublie la question de la pathologie somatique éventuellement sous-jacente. Éventuellement pathologie psychique, voire pathologie du neurodéveloppement. On peut avoir, finalement, une autre explication à ces, troubles du comportement, donc il ne faut pas les oublier. Toutefois, on sait que le handicap, la pathologie chronique de l'enfant
et la maltraitance, malheureusement, ce sont j'ai envie de dire des items qui sont un petit peu pacsés. On a plus d'enfants qui sont en situation de handicap dans le champ de la protection de l'enfance que dans la population générale. On a vu tout à l'heure que le fait d'être en situation de handicap, ça potentialisait les violences. Et puis également, le fait d'avoir subi des violences, ça va potentialiser aussi mon entrée dans des troubles du neurodéveloppement. Donc, on est sur un cercle vicieux infernal et puis finalement des items qui sont très liés. Voilà. Donc, on peut avoir et maltraitance et handicap en même temps. Qu'est-ce qui va vous alerter sur le comportement de l'entourage? Alors déjà, il va y avoir des éléments envers l'enfant. Vous pourriez avoir des adultes vraiment très intrusifs qui s'imposent à la consultation, même du grand ado, qui parle systématiquement à sa place, comme ce qu'on pourrait voir dans les violences faites aux femmes d'ailleurs, mais ou en tout cas dans les violences conjugales. Alors même que l'enfant serait en âge de parler pour lui. On peut avoir aussi au contraire, une indifférence à ce qui peut lui arriver, une indifférence notoire, pas de geste, pas de regard, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, pas de sensibilité à ce qui peut se passer sur sa santé. Il peut y avoir une proximité corporelle inadaptée, vraiment le parent qui étouffe l'enfant, qui ne le lâche pas, ne le laisse pas partir, alors même qu'on voit que ça ne convient pas au bébé ou à l'enfant un peu plus grand. Et puis, vous pouvez être confronté, alors ça, on l'a beaucoup vu lors des changements sur les obligations vaccinales, mais au moment des obligations vaccinales, mais clairement les refus de vaccination obligatoires farouches, ça peut nous alerter également. Un régime alimentaire inadapté et qui persévère même si vous êtes en train d'essayer d'accompagner la famille et continue à donner le mauvais lait, pas les bons dosages, pas les bonnes quantités, pas le bon moment, etc. Et puis, vous pouvez avoir également le comportement de cet entourage qui vous questionne vis-à-vis de vous. Ils vont minimiser ce qui se passe pour l'enfant ou voire le dénigrer, l'accuser d'être la cause de ces maux, de ces symptômes. Parfois, ils vont refuser d'aller dans l'investigation, de faire le bilan que vous aviez préconisé et puis ils veulent finalement rien faire du tout. Pas de suivi médical, pas de suivi social. Mais on a le schéma inverse, on peut avoir des parents qui vont au contraire avoir un hyper recours aux soins, une hyper préoccupation. Et puis on sait que évidemment à l'extrême, c'est certains syndromes qu'on connaît. Puis vous pourriez avoir une attitude vraiment soit très défiante vis-à-vis de vous, ou au contraire agressive, j'ai envie de dire sans signe matériel, sans raison. Quand on parle de la sphère génito-anale, alors en particulier, ce qui va nous alerter, c'est quand l'enfant est prépubère et qu'en plus on a des signes soit différents ou bien qui vont se répéter. Alors, les saignements, les pertes génitales, irritations prurites, douleurs génitales ou anales, les troubles mictionnels et les infections urinaires répétées chez la fille prépubère. Donc, ça évoque des violences sexuelles. De plus, alors quand je dis que ça évoque, évidemment ça évoque, mais un de ces symptômes-là ne signe pas une violence d'ordre sexuel, évidemment. Mais on va en parler tout à l'heure, mais il faut un contexte. Voilà. Je voulais quand même aussi vous signaler malgré tout qu'on est, alors cette fois-ci chez les j'ai envie de dire grands enfants et plutôt adolescents, on est quand même dans une société dans laquelle on voit exploser les situations de prostitution. Donc vous pourriez, même chez des enfants pas très grands, même pré-pubères, avoir des jeunes qui sont confrontés déjà à la prostitution. C'est à avoir en tête également. Et puis quand il s'agit des troubles neurologiques, là on a tout ce qui est des signes d'atteinte neurologique, malaise grave, troubles de la vigilance, apnée sévère, convulsions, hypotonie, grande pâleur. Ce qui va vous évoquer en fait une atteinte grave avec hypertension intracrânienne. Dans les signes non spécifiques, on peut avoir d'autres
d'autres choses comme une modification du comportement, des vomissements sans fièvre, sans diarrhée, enfin sans signe qui évoquerait autre chose de digestif, des pauses respiratoires, un bébé qui fait des accès de pâleur qui semblent douloureux. On pense évidemment à éliminer le syndrome du bébé secoué. J'en ai fini avec ce petit catalogue. Je reprends ma respiration, mais surtout, je voulais vous dire ce qu'on voit en fait avec tout ce catalogue-là de signes d'alerte, c'est quand même qu'un symptôme isolé, eh bien, ça peut être évocateur, mais c'est pas toujours suffisant pour signer la maltraitance et nous permettre de décider. Mais justement, on va discuter de ce qu'on va faire, nous, en situation réelle, en fait. Quand on est face à cet enfant, pour lequel il y a un doute qui existe, la famille va sortir du cabinet médical. On se sent souvent bien seul face à cette situation parce que ben, on se demande qu'est-ce qu'il va falloir faire, est-ce que j'en suis sûre, et puis dans ce cas-là, comment je vais m'y prendre, et puis sûrement que j'aurai des doutes, et qui est-ce qui pourra m'accompagner dans ce doute-là. Donc, je voudrais commencer par quelques conseils de conduite à tenir, de ce que vous pourriez être amené à faire quand vous êtes face à un enfant qui vous préoccupe ou qui va se livrer. Alors déjà, accueillir et écouter l'enfant, le mineur, le prendre à part, le laisser s'exprimer avec ses mots, sans poser de questions. Préférez la reformulation ou vous montrer que vous écoutez. En fait, quand vous commencez à être préoccupé, c'est important de recueillir ce que l'enfant va dire dans la mesure du possible. Mais, et là, je sais que il y aura sûrement des questions sur ce sujet-là, mais également, si possible, ce qu'en dit la famille. Alors, je m'explique. Quand vous êtes sur une préoccupation plutôt d'ordre éducatif, vous sentez qu'ils n'ont pas forcément volonté de mal faire, mais qu'ils ne savent pas s'y prendre, ils n'ont pas les outils. Il faut savoir d'ailleurs que les parents qui maltraitent ou qui font du mal à leurs enfants, généralement, c'est des parents qui n'avaient pas non plus bénéficié d'une éducation positive, bienveillante, j'ai envie de dire, avec eux. Souvent, ils ont été également maltraités. Il arrive qu'ils soient dans une répétition. En tous les cas, quand on est dans ce type de situation-là, je vous donne des phrases un peu d'exemple, mais vous pourriez dire votre enfant montre qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Ou alors on est préoccupé par son comportement qui a changé récemment. Est-ce que vous avez aussi noté quelque chose? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? À quoi vous pensez? Est-ce que vous... Voilà. Et en fait, vous ouvrez le dialogue. Pourquoi c'est important de parler de l'enfant? Parce que là, vous notez que je ne dis pas, mais qu'est-ce que vous lui faites? Ou qu'est-ce qui se passe à la maison? En fait, l'idée, c'est, je vais d'abord parler de l'enfant et je ne vais parler que de lui. Parce que quand je me focalise sur lui, eh ben, je peux donner la chance aux parents d'avoir une oreille attentive à ce que je vais lui raconter. Contrairement à si je suis un peu plus frontale vis-à-vis de ce que eux pourraient faire à leur enfant, là, je vais générer en miroir de l'agressivité, de la défiance. Donc, si vous vous focalisez sur l'enfant, vous pourrez partager vos inquiétudes avec les parents beaucoup plus facilement. D'ailleurs, c'est un attendu de la loi de parler aux parents de ce qui nous préoccupe de son enfant, en particulier si on fait un écrit. Avec un petit bémol quand même, c'est que vous pouvez en parler, mais on vous dit, c'est bien vraiment écrit comme ça, sauf intérêt contraire de l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est intérêt contraire de l'enfant? Eh bien, je veux dire, c'est très simple. Si vous vous dites, moi, si je dis ça aux parents, cet enfant, il va subir des représailles, vous n'en dites rien. Voilà. Si vous pensez que vous ne pourrez pas accompagner la famille, que vous ne pourrez pas avoir une écoute bienveillante de ce que vous allez raconter, dans ce cas-là, on s'en garde. Tout simplement parce que ça risque de balayer tout le reste. Je vous donne un tout petit exemple, parce que je sais que je prends déjà trop de temps, mais c'est la brigade de protection de la famille, qui est l'ancienne brigade de protection des mineurs, raconte comme parfois c'est l'école qui va faire une information préoccupante ou un signalement, et puis l'école va informer les parents. Le lundi, ils reçoivent l'enfant, il ne dit plus rien. Il a été travaillé au corps, il ne lâche plus rien. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais parler aux parents. Moi, je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, toujours parler aux parents.
et on aura quand même des fois où ça sera pas intéressant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, cet enfant, il va falloir le rassurer. Et j'aime beaucoup ces 3 petites phrases que j'ai, piochées dans un colloque par une sociologue qui ne fait que de la protection de l'enfance. Et elle disait: «L'enfant, en fait, il a besoin d'entendre 3 choses. Il a besoin d'entendre: "Je te crois"». Il a besoin d'entendre aussi: «Tu n'es pas seul». Et il a besoin d'entendre: «Ce n'est pas ta faute». Je les garde et j'espère vous les transmettre. On on peut vous conseiller aussi d'être attentif à vous, votre posture professionnelle. Je vous l'ai dit un peu plus haut, mais essayez de ne posez pas de questions, en fait, c'est pas essayer. Ne posez pas de questions. Il ne faut, pas modifier le discours de l'enfant et justement la brigade de protection, de la famille nous le dit. Tout ce qu'on va faire comme questionnement, comme moment d'écoute de l'enfant qui serait superflu, ça va modifier. Donc il est possible qu'après, ce qu'il dira, eh bien, ça ne sera pas exploitable. Donc, on ne l'assaille pas de justement, du coup, de questions. Dans l'idéal, on se garde de porter un jugement sur ce qu'il va dire ou de montrer qu'on est choqué ou, voilà, on essaie de pas, faire trop apparaître nos émotions. On va pas pleurer avec lui, hein. Mais quand un mineur parle, donc comme je disais, on évite de mettre d'autres intermédiaires ou de recommencer, j'allais dire l'interrogatoire, parce que c'est parfois ce qui se passe malheureusement. Parfois il va dire, à la psychologue et puis ensuite c'est le médecin qui va l'écouter et puis alors là, on a un peu tout perdu. Donc l'idée quand même que je trouve que le mot clé c'est: vous n'êtes pas enquêteur. On est à l'écoute, mais on n'est pas enquêteur. On n'a pas besoin d'apporter la preuve de la maltraitance vécue par l'enfant. Nous, on a besoin d'être journalistique d'une certaine façon, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu. Et puis, suite à ce constat, eh bien, on va transmettre de façon neutre. Voilà. Puis je vais finir par lui expliquer. En fait, on peut dire à l'enfant, je trouve que c'est important qu'il l'entende, que la loi interdit toute forme de violence envers les enfants en particulier et qu'on va devoir en parler pour pouvoir l'aider. Et ça, c'est une façon de vous dire, ne vous laissez pas enfermer dans le secret. Puisque parfois, on va vous dire, bah, je veux bien te dire un truc, mais tu le dis pas. Alors, ben, en fait, je vais t'écouter, ça reste entre nous, sauf si c'est des choses punies par la loi. Tu sais, moi, il y a des choses que je pourrais pas forcément garder pour moi, mais si c'est puni par la loi, ben, de toute façon, tu seras aidé. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et quand je dis en parler, justement, bah, qu'est-ce qu'elle en dit, elle, la loi? Donc, je vais laisser la parole à Véronique pour cette partie-là. Donc là, maintenant, je vais parler de choses un petit peu un peu plus, enfin, un peu moins marrantes, puisque là, ça va être un peu du code de déontologie et du code pénal. Mais il faut absolument que vous ayez connaissance de ces articles pour essayer de faire au mieux les choses. Alors, concernant le code de déontologie, il y a 3 articles qu'il faut connaître. Premièrement, le 43 qui concerne la protection de l'enfant. Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Le 44 qui concerne les sévices. Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspect. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, là c'est ce qui nous intéresse pour ce soir, ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. Et enfin le 51, qui est l'immixtion dans les affaires familiales, qui pose d'ailleurs souvent problème, c'est que le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille, ni dans la vie privée des patients. Ce qui veut dire en pratique que lorsque le médecin est amené à rédiger soit un certificat médical ou un signalement judiciaire, il ne doit pas prendre position, premièrement. Deuxièmement, il ne doit mettre en responsabilité personne.
Il n'a pas à dire oui, c'est le père, c'est la mère, ou quand il revient de chez son père, à chaque fois il a un problème. Ça, il ne faut pas l'écrire du tout. Dans les certificats, comme dans le signalement judiciaire, je rappelle, vous mettez que les FMPC, les faits médicaux, personnellement constatés et rien d'autre. Pas d'interprétation non plus de ce que vous constatez. Pas de lien. Ensuite, le code pénal. Alors, le code pénal, il nous permet ce qu'on appelle la dérogation permissive au secret professionnel par l'article 226-14. Il y a 2 alinéas qui nous concernent. Le premier, qui dit à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteinte ou mutilation sexuelle dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Deuxième alinéa qui dit au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil de traitement d'évaluation et des informations préoccupantes, donc la CRIP, relative aux mineurs en danger ou en risque de l'être, mentionné au 2e alinéa de l'article L226-3 du Code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatées sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de preuve à apporter, c'est simplement qu'on présume effectivement qu'il y a un risque, des violences à la fois physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Et lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique, psychique, son accord n'est pas nécessaire. Effectivement, on ne demande pas à l'enfant s'il est d'accord pour faire un signalement ou une information préoccupante. Voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut que vous ayez bien connaissance. Il faut vous en souvenir pour éviter effectivement de vous retrouver embêté, sur le plan déontologique avec une plainte qui pourrait vous emmener en chambre disciplinaire effectivement si vous faites une faute déontologique, et 2, sur le plan pénal, si vous ne respectez pas effectivement ces prérogatives. Je me permets une petite synthèse de globalement les grandes lignes de ce qu'on se dit sur le secret professionnel. En fait, il n'y aura pas de poursuite possible pour violation du secret professionnel vous concernant si vous respectez la neutralité et que vous ne faites pas d'immixtion dans la vie familiale, comme l'a précisé Véronique. En fait, l'idée, c'est si vous citez les dires de l'enfant qui dit « c'est mon tonton qui nanana », eh bien, vous êtes bon. Et en revanche, vous ne mettez pas. Et moi, je sais que le tonton, c'est monsieur truc. En fait, c'est vraiment dans ça qu'il ne faut pas rentrer. Et où, pareil, un enfant qui revient de week-end chez son père, bien en fait, on ne va pas dire, bah oui, à chaque fois qu'il revient du week-end chez son père, il revient avec des hématomes, donc il ne faut pas qu'il retourne chez son père. En fait, là, vous feriez de l'immixtion dans la vie familiale, ce qui n'est pas accepté. Et autre chose, ce qui vous permet de ne pas être embêté quand vous faites ces écrits, c'est donc je vous disais respect de neutralité, pas d'immixtion dans la vie familiale, mais quand votre écrit est de bonne foi, tout simplement. En fait, on va rédiger quelque chose qui nous permet de faire avancer la situation pour l'enfant et je ne sers pas des intérêts qui me sont propres, mais ça vaut le coup que ça vaut peut-être pas trop le coup que j'en dise plus. En revanche, je vais insister sur ce point-là. En fait, l'idée, c'est qu'il faut surtout adresser votre écrit aux bons interlocuteurs. J'ai envie de dire, c'est le point sensible, puisque vous avez le droit, effectivement, de vous départir du secret professionnel pour signaler un enfant en danger ou pour faire une information préoccupante, seulement si vous écrivez à la CRIP ou bien au procureur de la République. Toute autre personne, en fait, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire au juge. On a des confrères qui se sont retrouvés embêtés, plus qu'embêtés, puisque pénalement, il y a eu des choses, et puis même ordinalement, puisqu'ils sont sortis du cadre légal.
vous ne pouvez pas non plus aller au commissariat pour dire, mais moi, cet enfant, j'ai vu que ta, 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 ta. En fait, ça n'est pas possible du point de vue de la loi. Votre secret professionnel ne vous permet que de parler à la CRIP ou au procureur de la République pour la protection de l'enfance. Donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que s'il n'y a pas obligation légale à parler, bien, quand même, la recherche en responsabilité est possible à l'encontre des médecins malgré tout, sur l'aspect de la non-assistance à personne en danger, en fait. Alors, je vous laisse lire les choses pas très agréables qu'on risque, mais on n'a aussi pas que ça. C'est-à-dire que repartir le soir chez soi en se disant « moi j'ai laissé un enfant vivre ce que je pense qu'il vit sans le dire », bah ça c'est probablement le poids le plus important en fait sur nos épaules. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment je vais passer à l'écrit? Alors, tout d'abord, ce qui vous est demandé, c'est d'être assez précis sur tout ce qui est renseignements administratifs, état civil, adresse, concernant l'enfant et ses parents, puisque ça permet d'identifier et de trouver de qui il s'agit. Et puis, on vous dit, on vous le répète, c'est important de vous identifier. Certains confrères demandent est-ce qu'ils peuvent être anonymes dans leur écrit. Alors, du point de vue professionnel, ça n'est pas recommandé. Maintenant, c'est possible de demander à l'être. Maintenant, c'est pas toujours facile de conserver cet anonymat parce qu'on est quand même identifié par ce qu'on a vu. Mais n'empêche que dans votre écrit, identifiez-vous, ne serait-ce que pour que la CRIP ou le procureur puisse vous recontacter s'il y a besoin de préciser certains éléments, ce qui arrive assez régulièrement. Alors la loi, comme je vous le disais, demande d'informer les parents en amont de l'envoi de votre écrit, mais on l'a dit, sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on va noter en plus? Quels sont les éléments qui vont, j'ai envie de dire, faire porter ses fruits à votre information préoccupante et à votre signalement? Eh bien, c'est de noter tout ce que vous jugez préoccupant concernant l'enfant. C'est-à-dire que il va falloir montrer quel est l'impact de telle ou telle situation sur l'enfant. Il faut parler de lui, ce qu'il montre, de lui, ce qu'il vit, de comment il le vit. C'est ces éléments-là qui sont porteurs. Notez également donc ces éléments qui ont mené à votre rédaction d'écrit de façon précise, ce que vous avez entendu, ce que vous avez constaté, et puis gardez-vous aussi d'être dans l'interprétation ou dans le jugement. Tout simplement parce que, encore une fois, on a besoin d'être assez journalistique, déjà pour garder notre posture professionnelle, puis pour que notre écrit ne nous porte pas préjudice non plus. Donc, on va citer les dires de l'enfant, les dires du parent, entre guillemets. Si je ne me souviens pas exactement, ce dont je me souviens, entre guillemets. Mais ne reformulez pas. Et en complément, alors ça, je vous le dis par expérience, parce que parfois on reçoit une information préoccupante ou un signalement avec juste l'enfant avait 2 bleus là. Puis voilà, petit pavé dans la mare, on ne sait pas trop quoi en faire. On n'a pas tellement d'éléments qui nous permettent de déterminer ce qu'on va décider. Il nous manque quand même, et c'est ça qui est intéressant à noter, c'est le contexte de ce que vous connaissez de cette famille. Est-ce que vous la connaissez depuis longtemps? Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres motifs de préoccupation? Est-ce que voilà, vous pouvez noter les éléments dans l'ordre chronologique. Vous pouvez noter aussi comment va l'enfant par ailleurs. Ok, il a 2 bleus là et là, mais sinon par ailleurs, le sommeil, l'alimentation, le comportement, le développement, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que vous en connaissez? Et ça permet de dire, bon, effectivement, ça peut être un élément isolé ou alors on a quand même du contexte. Parce que si à côté des 2 bleus, eh bien, ça va pas à l'école, il fait des cauchemars, il déchire tout à la maison, etc. On commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose. Voilà. Et autre chose qu'il faut noter également, c'est si vous avez transmis aux parents que vous étiez préoccupé concernant leur enfant, de noter la façon dont ils ont réagi.
Tout simplement parce que ça va être aidant pour la suite, parce que, on peut voir, on peut un peu palper, est-ce qu'on va avoir des parents qui vont être dans une démarche, d'accompagnement et d'aide pour leur enfant? Ou bien on n'aura pas forcément des alliés tout de suite maintenant? Et ça nous donne aussi une indication de comment on va aborder les choses, puisque faut savoir que votre information préoccupante, une fois qu'elle est partie, si jamais, elle est saisie par, une équipe d'évaluation, eh bien, ils vont être reçus et les parents vont entendre ce qui est reproché, ce qui est suspecté, de leur, concernant leur enfant, en fait. Donc, soyez assez précis quand vous pouvez l'être. Alors, à ce sujet-là, il y a un modèle de fiche de recueil d'informations préoccupantes qui est à votre disposition via la CRIP et qu'on vous enverra avec la présentation secondairement. Il y a également un modèle disponible auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il y a un modèle pour les informations préoccupantes, un autre pour les signalements. Et les concernant, j'ai une préférence pour le modèle information préoccupante qui peut servir aux deux. Alors, donc rappelez-vous, comme je vous disais, qu'une information préoccupante ou un signalement, c'est une démarche d'aide, une démarche d'accompagnement aussi parfois de la famille. Et je trouve que c'est intéressant quand vous pouvez communiquer avec les parents de vos préoccupations, de leur dire pourquoi vous faites cette information préoccupante. Parce que, par exemple, ça peut être, moi je sens que votre enfant a besoin d'aide, je sens qu'il va pas hyper bien sur cet aspect-là, et moi, là, ou nous, si vous êtes dans une structure, dans une institution, on arrive à nos limites d'accompagnement par rapport à ce qu'on peut faire ici, dans ce cabinet médical ou dans ce centre médical. Et du coup, moi, je vais avoir besoin de passer la main à d'autres personnes dont c'est le métier afin de vous aider au mieux et d'aider votre enfant au mieux. Parce que pour le coup, il faut qu'on soit ensemble, vous et nous. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et je trouve que quand on présente notre démarche comme une démarche d'aide, d'accompagnement de cette façon, on a très généralement une adhésion de la famille. Voilà. Alors ça, c'est normal que vous voyez pas grand-chose, mais c'est le modèle d'information préoccupante qu'on vous enverra. Donc, pour se remettre les idées bien au clair, on fait une information préoccupante quand on a une situation de danger ou de risque de danger concernant l'enfant, quand on a la sensation qu'il faut plutôt aider cet enfant, qu'il faut plutôt aider cette famille. Et dans ce cas-là, on va faire cette information préoccupante à la CRIP et avec l'idée qu'on fasse une évaluation de la famille, mais aussi qu'on trouve comment l'aider. Parfois, ça va être de faire passer une travailleuse sociale à la maison. Parfois, ça va être de débloquer une aide budgétaire. Parfois, ça va être d'accompagner la famille ou alors d'enclencher un suivi en PMI, etc. Et puis, on va faire un signalement, pour le coup, au procureur de la République. Et dans les situations de danger, avec une notion de soit nécessité de protéger l'enfant immédiatement, soit vous avez une urgence, une mise en danger vitale pour l'enfant, soit vous pensez qu'il faut des soins urgents. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, on a la possibilité de faire hospitaliser l'enfant. Vous savez, hein, on envoie à l'hôpital et puis on contacte le confrère des urgences en parallèle. Mais aussi, vous allez faire un signalement quand vous vous dites qu'il faut une nécessité d'une enquête pénale. Donc tout ça, c'est au procureur de la République. En cas de doute, vous pourrez appeler qui? Appeler ou communiquer avec qui? Donc tout d'abord avec la CRIP des Hauts-de-Seine. Pour info, elle s'appelle la TIPPV. Donc ça veut dire traitement des informations préoccupantes personnes vulnérables, puisque chez nous, dans les Hauts-de-Seine, la CRIP, elle s'occupe autant des mineurs que des personnes vulnérables majeures. En tout cas, vous êtes face à un interlocuteur qui est soumis au secret professionnel également. Ce sont des travailleurs sociaux qui vont pouvoir vous écouter, vous orienter et vous indiquer comment faire la démarche d'information préoccupante, voire éventuellement d'aller vers le signalement. Mais quand vous les appelez, vous pourriez vous dire, non, moi je préférais parler à un confrère ou une consoeur. Et effectivement, en appelant la CRIP, vous pouvez demander à me contacter. Donc MRPE, c'est moi, hein, je suis le médecin référent protection de l'enfance pour le département. Donc vous passez par eux pour qu'on se parle, qu'on se contacte en laissant vos coordonnées. Et puis, qui est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, comme Véronique a pu vous en parler, on a au
conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre des médecins, la vigilance violence-sécurité. Donc avec également des interlocuteurs par téléphone et par mail pour également vous aider, vous orienter sur l'aspect cadre légal et puis formalisation de votre écrit éventuellement. Et une autre structure d'aide, je vous en parle parce qu'elle est relativement récente et elle est peut-être encore méconnue au sein du département. Il s'agit de l'UAPED, Unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger. Alors, je vous en dis 2 mots. On est en contact avec eux et peut-être qu'un jour ils viendront se présenter à vous. Donc, je vais être assez succincte. Donc, cette unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, elle a été créée l'an dernier dans les Hauts-de-Seine. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, elle a donc plusieurs missions, mais c'est la première qui nous intéresse. Elle forme une équipe ressources pour avis et évaluation dans les situations complexes de vigilance sur mineurs. Donc, ils sont également contactables par mail ou par téléphone, que je vous mets également dans la présentation. Et en fait, ils ont toute une équipe pluridisciplinaire avec médecins, psychologues, assistantes sociales et infirmières. Donc, ils sont basés à Béclair, à l'hôpital Béclair à Clamart. Donc, assez excentré par rapport au reste du département, mais au moins on a eux pour le moment. Voilà, c'est une structure d'aide supplémentaire. Alors, je vais finir avec les messages clés. Qu'est-ce qu'on va se dire avant de se quitter? Alors, déjà, la maltraitance chez l'enfant, eh bien, c'est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Et je me permets de le préciser, mais ça peut concerner toutes les classes sociales. Je repense à une famille qui avait été alors, je vais dire convoquée suite à une information préoccupante pour leur exposer quelle était la situation. Et en fait, les parents ont dit, mais non, écoutez, vous vous trompez, ça peut pas nous concerner. Nous, on habite un appartement à 1,5 million à Levallois. Et en fait, il y avait des maltraitances avérées et importantes sur leur enfant. Mais voilà, c'est important de se le dire. Mais aussi, le préjugé peut venir également de nos rangs. Je me permets aussi de le dire, puisque quand je parle des informations préoccupantes, quand je parle de mon métier auprès des confrères que je rencontre, eh bien, ça m'est arrivé qu'on me dise « Mais non, moi, ça peut pas me concerner. Vous savez, moi, je travaille en clinique. Alors, nous, la population qu'on reçoit, vous savez, c'est pas ces gens-là, etc. » Bien, en fait, si. Pour être de l'autre côté, du côté information préoccupante et signalement, tous les milieux sociaux sont représentés. On se dit aussi qu'il faut y penser devant des signes même non spécifiques. Et puis, surtout, ne pas rester seul. Ça, vous avez compris, on est quand même plusieurs à pouvoir vous accompagner. Mais ne pas rester seul, c'est pas forcément tout de suite contacter un partenaire extérieur de votre activité professionnelle. Si vous avez la chance d'être en exercice de groupe ou bien de travailler dans une institution, dans un centre, eh bien, parfois, c'est intéressant de voir déjà en équipe, est-ce que les autres confrères, les autres collègues ont aussi d'autres préoccupations qu'ils avaient notées concernant cet enfant et cette famille. Vous mettez finalement en relief ou pas une situation préoccupante. Et en fait, je voulais aussi vous rappeler que donc protéger l'enfant, c'est une obligation de soins, sans risque si on se trompe, dans le sens où on n'a pas besoin, ça vous sera jamais reproché de vous être trompé, d'avoir déclaré par excès, parce que on ne vous demande pas d'être certain ou d'apporter la preuve de ce que vous mettez dans votre écrit. En revanche, c'est important de pouvoir alerter l'autorité compétente dans ces cas-là. On se rappelle aussi que plus de 90% des mauvais traitements sont infligés au sein du cercle familial. Et puis la maltraitance est caractérisée par un début précoce et puis une chronicité. Donc, on sait que ces maltraitances, elles sont très largement sous-dépistées, très largement du coup sous-accompagnées. Et vous, comment vous pourriez aider alors déjà, vous venez d'assister à la présentation, donc vous avez peut-être déjà des clés, mais vous pourriez peut-être également être un peu le porte-parole auprès de vos confrères, de vos collègues de travail. Déjà, vous pouvez leur partager le PowerPoint, éventuellement leur faire
passer l'enregistrement, si ça a marché. Mais l'idée, c'est que vous avez même parfois, au sein de votre groupe de travail, possibilité de créer une sorte de protocole qui peut vous être propre, mais comment on fait si moi, dans mon cabinet, j'ai un doute? Est-ce que je peux pas en parler avec des confrères et commencer à discuter? Puis ensuite, vous mettez en place peut-être c'est possible de mettre en place un petit groupe pluridisciplinaire. En tout cas, je vous le dis comme ça, ne restez pas seul parce que même nous, dans les autres instances, on n'est pas seul pour décider. À la CRIP, on n'est pas seul. Moi, je ne suis pas seule dans mon métier. Au Conseil de l'Ordre non plus. Et l'UAPED, vous avez vu l'équipe. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir éventuellement. Et on récapitule tous les interlocuteurs dont on a parlé. Vous avez évidemment la CRIP. Je vous ai parlé de ma mise à disposition via la CRIP pour vous, nos confrères et consoeurs. Également la VVS via le Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine, des médecins. Et l'UAPED. Merci pour votre attention. Sachez que la bibliographie s'est largement inspirée de ce qu'a produit la Haute Autorité de Santé. Et donc, on est tout oui si vous avez des questions, qu'elles soient écrites ou orales.